Alors, bienvenue à tous dans ce cours de leadership qui nous a toujours été donné par le professeur Dr Patrick Giroukwayo. Il nous a toujours donné ces cours, ça fait longtemps, sur YouTube, dans notre groupe WhatsApp, nous l'avons toujours suivi. Et il a préféré que nous puissions avoir un peu d'interaction avec tous ceux qui suivent ces cours aujourd'hui. Je crois que ce n'est que le début de commencer les sessions en Zoom. Il a voulu que nous puissions échanger dans quelques minutes, je crois maximum ou 45 minutes ou 1 heure max, pour que nous puissions avoir le temps d'échanger avec lui sur tout ce qu'il a déjà enseigné. Mais il a précisé quelques cours, quelques leçons, je crois de la première leçon jusqu'à la 10e. Nous vous l'avions annoncé depuis avant. Nous allons peut-être laisser le temps à monsieur le docteur Patrick, qui est notre facilitateur, de faire passer un mot avant que nous ne puissions passer dans la session d'aujourd'hui. On va lui laisser le temps de placer un mot et nous allons progresser après son mot. Monsieur le docteur Patrick, vous avez la parole. Chers collègues, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, nous avons une grande joie de vous recevoir dans cette leçon de cet après-midi, juste pour vous dire la bienvenue et le bienvenue à tout le monde. Et nous ne faisons que ceci comme la première expérience. Ce que nous avons voulu prendre 10 leçons. Peut-être à la prochaine fois, nous prendrons encore 10 leçons parce que nous sommes à la 31e leçon. Peut-être avec des séances comme ça, nous allons déjà revoir toutes les leçons que nous aurons déjà enseignées en ligne. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Je remets la parole au facilitateur ou les modérateurs, si je vais le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots, cher docteur Patrick. Et pour tout le monde qui s'est donné aujourd'hui de prendre ce temps pour se connecter à cette leçon d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a d'autres encore qui vont continuer à se joindre à nous. Mais entre-temps, je crois que le docteur l'a déjà annoncé. Donc, aujourd'hui, il sera question de débattre sur les 10 premières leçons sur les 31 qui ont déjà été mises en ligne et qui ont déjà été enseignées. Et nous l'avions annoncé dès avant que nous devrions préparer des questions pour ces 10 leçons, uniquement pour ces 10 leçons alignées aujourd'hui. Chers amis, je vous prierai d'abord pour les consignes, qu'on ne puisse pas aller au-delà ou en dehors de nos sujets qui ont été annoncés, parce que le facilitateur aussi s'est préparé conséquemment pour ces 10 sujets. Si vous lui posez une question qui sera en dehors de ces 10 sujets, ça serait nous désorienter tous. Alors, peut-être qu'on va encore revoir les sujets d'aujourd'hui et on l'avait déjà annoncé. Si vous avez une question pour ces sujets, vous pouvez déjà préparer vos questions et les facilitateurs, le docteur Patrick sera là pour nous éclaircir là-dessus. Je peux revenir en citant les sujets d'aujourd'hui. Nous avons la délégation des pouvoirs. Si vous avez une question qui concerne la délégation des pouvoirs, c'est une leçon, c'est l'une des leçons qui ont déjà été enseignées par Dr Patrick. Si vous avez une question sur la leçon l'intelligence émotionnelle, si vous avez une question sur le leadership, les styles de leadership, la vision du leadership et la mission, sont là les sujets sur lesquels
tous, nous devons concentrer nos questions. Pour ceux qui viennent de nous joindre, je disais donc que les sujets sur lesquels doivent porter nos échanges aujourd'hui, il y a le sujet sur la délégation des pouvoirs. Si vous avez une question sur la délégation des pouvoirs, la question sur l'intelligence émotionnelle, la question sur les styles du leadership, la vision et la mission sont là les sujets sur lesquels nos échanges vont tourner aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on ne donne la parole à l'audience? Tout le monde a capté les sujets sur lesquels vont tourner nos échanges? Chers amis, j'ose croire que tout le monde a saisi les sujets. N'est-ce pas? OK, merci. Je vois des signes qui montrent que tout le monde a saisi. Alors, sans plus tarder, on va peut-être laisser maintenant la parole à toute l'audience. Quand bien même avant de laisser la parole à l'audience, on demanderait peut-être au docteur Patrick de nous confirmer si les sujets que j'ai énoncés sont les sujets sur lesquels réellement nos échanges vont tourner. Ou s'il y a un autre sujet que j'ai oublié, mais à lui de nous confirmer si j'ai été fidèle aux sujets qui m'ont été annoncés et sur lesquels devraient porter nos échanges d'aujourd'hui. Oui, merci, chers collègues. L'essentiel, c'est que je ne poserai pas de questions comme pour qu'on puisse revoir les cours, parce qu'on a déjà donné toutes les leçons, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aimerait avoir une compréhension plus sur un élément ou qui dit « j'aimerais que tel aspect soit un peu compris d'une façon un peu plus claire », c'est que nous demandons à tous les collègues qui vont poser des questions de les poser dans le sens de mieux comprendre une chose. Et avant que je n'intervienne toujours, je demanderai si parmi les participants, il y a quelqu'un qui peut répondre. Nous avons voulu que cela soit interactif, c'est-à-dire chacun a la liberté même de répondre à la question qui a été posée, parce que ce n'est pas que je sois là seulement pour le faire. La meilleure façon, c'est que nous échangions d'une façon interactive. Une question est posée, vous avez la réponse, vous la donnez, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui va m'aider à comprendre aussi que les collègues ont bien suivi les cours et l'ont bien maîtrisé. Ce n'est pas que ce soit moi seulement. Merci beaucoup, cher docteur. Je crois que, chers amis, nous avons tous compris les consignes. Donc, les facilitateurs veulent aussi s'assurer que toutes les leçons qu'il nous a données dès le début, si nous les avons aussi assimilées. Donc, nous sommes censés aussi répondre à des questions des collègues si nous avons des réponses à donner. Donc, on ne doit pas seulement attendre les réponses venant du facilitateur. Il veut aussi se rassurer que les leçons qu'il a données, les leçons qu'il a mises à notre disposition ont été bien assimilées. Parce qu'en voyant que les interactions se passent entre nous, les disciples, si je peux le dire, alors, je vais devoir vous laisser et laisser la parole à toute l'audience. S'il y a quelqu'un qui a une question. Il peut poser une question. Et s'il y a un collègue, avant que le facilitateur ne réponde, s'il y a un collègue qui pense qu'il a une réponse, il peut lever la main. Je crois que tout est prévu dans les tableaux. Là en bas, je peux d'abord vous expliquer sur Zoom. Là en bas, nous avons plusieurs consignes. Si vous voulez lever votre main, vous verrez là où on écrit réaction. Et on écrit même lever la main. Si vous avez une réponse, c'est mieux de lever la main et on saura comment est-ce qu'on va coordonner la parole. Donc, la balle est dans votre camp. Si vous avez une question, vous pouvez la poser
Et s'il y a un collègue qui a une réponse, il peut donner cette réponse avant que les facilitateurs, Dr Patrick, puissent nous donner les éclaircissements là-dessus. Merci. La balle est dans votre camp. Il y a quelqu'un qui a une question sur les sujets qui ont été annoncés? S'il vous plaît, Steven. Ou si vous avez aussi J'ai une question. questions, vous pouvez écrire aussi dans les chats. On peut toujours les voir. Oui, Madame Justine, tu as une question? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai une connexion pas très bien. Je ne sais pas si vous m'avez capté. On te capte très bien. Merci beaucoup. Oui, j'avais une question en rapport avec les styles de leadership. Et ma question était de savoir si on utilise chaque fois le leadership délégatif et qu'on ne parvient pas à avoir les résultats escomptés, comment est-ce qu'on doit se comporter? La question, je pose à tout le monde et puis on aura peut-être des orientations du coach. Merci. Tu peux reposer la question pour que tout le monde capte pour la deuxième fois? Oui, oui. J'ai dit que ma connexion est vraiment pas très bien, mais ma question était de savoir par rapport au style de leadership, hein, si souvent on utilise le leadership délégatif et qu'on ne parvient pas à avoir les résultats escomptés. Merci. Merci beaucoup, chère Justine. Si je peux me permettre que j'ai bien compris la question. Donc, tu veux savoir, dans la délégation de pouvoir, on peut arriver à déléguer quelqu'un et qui n'arrive pas à apporter les résultats attendus par rapport à la personne qui a délégué les pouvoirs. C'est ça? Donc, le style de leadership délégationnel, mais on n'arrive pas à avoir les résultats escomptés. Que faire dans ces cas? Je crois que j'ai bien résumé la question. Justine, tu peux nous confirmer que c'est ça? Oui, c'est ça la question. Merci. Merci. Alors, s'il y a un collègue qui a une réponse avant que les facilitateurs Dr Patrick n'interviennent, s'il y a un collègue parmi nous qui a une réponse à cette question, il peut aider notre collègue Justine à comprendre cela. J'ai une question. Je voudrais poser un petit mot, cher modérateur, avant que les collègues n'interviennent pour des réponses. Oui, vous avez la parole. Vous avez la parole. Ouais, en fait, la question que Justine vient de poser, elle touche deux chapitres. Lorsque nous avons vu les styles de leadership, nous avons énuméré plusieurs. On a parlé de leadership délégatif et on a parlé d'autres styles de leadership, qu'on a parlé autoritaire et d'autres styles que je ne voudrais pas énumérer pour ne pas prendre le temps. Et encore, nous sommes venus dans la leçon sur la délégation des pouvoirs. C'était notre chapitre. Donc, la question de Justine touche sur des leçons, les styles de leadership et comment déléguer le pouvoir. Alors, c'est que les collègues qui vont répondre à sa question pourront directement songer à deux aspects. L'aspect qui se trouve dans les différents styles de leadership
et l'aspect qui se trouve dans la délégation des pouvoirs comme une stratégie de mieux obtenir de grands résultats lorsqu'on est team leader ou facilitateur, ou je dirais celui qui dirige les autres. Alors, je laisse la parole aux gens, qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils ont retenu dans les deux leçons, style de leadership et la délégation des pouvoirs, qui sont deux chapitres différents, mais tous qui pointent vers comment déléguer le pouvoir. Alors, je donne aux participants qui ont bien suivi nos leçons en ligne de bien vouloir nous dire ce qu'ils en pensent avant que je ne place les mots en réponse, hein, si du moins il y aura besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et la parole est à vous, nos chers collègues qui est en ligne. S'il y a quelqu'un qui a une réponse à ces questions avant que le facilitateur Dr Patrick ne puisse donner la réponse, ça serait mieux que ça vienne de nous. Vous avez la parole. Si vous avez une réponse, veuillez lever la main ou activer votre micro. Bonjour Steven. Bonjour Meshach. Oui, merci. Par rapport à cette question de Madame Justine, j'allais dire que quand on délègue les pouvoirs, on met en œuvre le style de la délégation des pouvoirs. Quand on délègue les pouvoirs et qu'on trouve que les résultats, on n'atteint pas les résultats escomptés, on doit changer la stratégie, on récupère encore le pouvoir, ou bien soit on conseille la personne ou le bureau, l'équipe déléguée, on les amène à un programme de renforcement des capacités, soit on renforce l'équipe, soit on change l'équipe, ou soit on change de stratégie, on récupère soi-même le pouvoir pour chercher comment améliorer la notoriété de l'organisation et rester garder une bonne image. Voilà un peu ce que j'allais dire en bref à cette question. Merci beaucoup, cher Meshach, pour ces réponses. Est-ce qu'il y a un autre collègue qui a quelque chose à compléter avant qu'on accorde la parole au facilitateur, Dr Patrick? Est-ce qu'il y a un autre collègue qui a un mot à placer? Oui, Mathieu Balési, je vois ta main levée. Je vois la main levée de Mathieu Balési, tu as la parole. Il est parti, c'est comme s'il n'est plus en ligne, vous pouvez récupérer le micro peut-être. Ah oui, je disais bonjour. Bonjour Mathieu, tu as la parole. Tu es parti un peu, mais tu es revenu. C'était juste un problème de connexion. Oui, vous avez la parole. Merci. Je voudrais juste compléter notre collègue Meshach. Il a été dit dans ce chapitre de délégation des pouvoirs que lorsque nous déléguons le pouvoir, nous ne devons pas nécessairement nous attendre que la personne à qui nous avions délégué le pouvoir pourra faire nécessairement comme nous ferions nous-mêmes, mais il peut soit faire mieux que nous ou faire moins que ce que nous devrions faire. Seulement, quand nous avons délégué le pouvoir, nous devons voir les résultats qui ont été atteints et comment recadrer ce qui a été fait, voir s'il y a possibilité de compléter comme le collègue a dit. Est-ce qu'il faut que nous renforcions la personne que nous avions déléguée ou bien s'il faut que nous changeons la personne et mettre une autre personne. Donc,
il est aussi question de voir du côté aussi de celui qui a délégué les pouvoirs, qui ne s'attendent pas nécessairement que la personne déléguée fera nécessairement comme lui seul ferait, mais voir réellement les résultats qui ont été atteints, à quel niveau il faut les renforcer ou à quel niveau il faut les améliorer, soit par un remplacement ou bien soit par un renforcement des capacités. Voilà, merci, c'est ça ma contribution. Merci beaucoup, cher Mathieu. Nous présentons les excuses pour ça. Sinon, nous pouvons revenir vers la question qui a été posée par notre collègue Justine. Je crois qu'elle est en ligne, elle est en train de nous suivre. Et il y a deux collègues qui avaient déjà donné leur réponse. Deux collègues qui avaient déjà donné leur réponse. Et je crois que si ça serait mieux que les facilitateurs, Dr. Patrick, puissent nous donner son avis et puis on pourrait passer à l'étape suivante pour d'autres questions parce que le temps file. Oui. Si je me résume bien, la question était de savoir, elle a été posée par Justine, de dire est-ce qu'au cas où on a fait la délégation des pouvoirs et qu'on constate que la personne à laquelle on a délégué le pouvoir n'est pas capable ou n'a pas bien assumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous avons dit que la question de Justine portait sur deux leçons, c'est-à-dire la leçon sur le type de leadership et sur la délégation des pouvoirs. Mais dans tout cela, pour rappel, nous avons plusieurs types de leadership. Nous avons le leadership rassembleur, coach, laisser-faire, visionnaire, consultatif, négociateur, participatif, ainsi de suite. Et là, c'est lorsque le responsable a utilisé le leadership délégatif. Alors, si ça ne produit pas les résultats, soit c'est au niveau de celui qui a délégué le pouvoir ou au niveau de celui à qui on a délégué le pouvoir. Dans la délégation des pouvoirs, nous avons dit que lorsque vous déléguez le pouvoir à quelqu'un, vous devez vous rassurer que vous lui avez donné tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire savoir si les moyens pour atteindre sa mission ou le travail lui ont été donnés. Si vous constatez maintenant que vous avez délégué le pouvoir et que la personne n'a pas reçu tous les moyens nécessaires, c'est à vous de rectifier les tirs. Je m'insurge sur la théorie selon laquelle quand on a délégué le pouvoir, c'est celui-là qui échoue. Vous pouvez aussi avoir échoué à votre niveau, c'est-à-dire vous déléguez à quelqu'un des tâches, mais vous ne lui donnez pas les moyens suffisants, c'est-à-dire soit l'argent, soit le matériel, et soit vous lui déléguez le pouvoir, mais vous ne faites pas les suivis pour que vous partiez en train de rectifier l'exécution progressivement. Alors, la meilleure chose, c'est de faire une évaluation conjointe. Vous et la personne à laquelle vous avez donné des responsabilités, vous vous asseyez, vous dites, OK, il y a autant de jours, je t'avais donné telle responsabilité, quelle en a été la cause de notre échec? Alors, la personne peut vous évaluer aussi, vous dire, écoutez, chef, vous m'avez donné telle tâche, mais malheureusement, vous n'avez pas réalisé ce qui vous concernait aussi. Là, vous voyez d'abord où se trouve l'erreur, et c'est à votre niveau, et c'est à son niveau. Alors, après avoir fait l'évaluation conjointe avec la personne sur les résultats obtenus après qu'elle ait exécuté la tâche, là, si vous trouvez que c'est à vous l'erreur, vous la corrigez. Si vous trouvez que c'est à elle d'avoir échoué, mais vous avez fait votre part, alors avec cette personne-là, vous décidez si vous allez la changer pour y mettre une autre personne, ou si du moins, sans la changer, vous allez changer la stratégie de travail. Vous pouvez donner à quelqu'un une tâche, mais le contexte change. Vous devez maintenant vous adapter au nouveau contexte. Et ça, c'est la première stratégie à faire. La deuxième stratégie à faire, c'est que quand vous avez délégué à quelqu'un le pouvoir, vous lui donnez les tâches à exécuter, le temps dans lequel la personne va le faire, vous lui donnez aussi la possibilité de l'exécuter et de vous faire le rapport, c'est que maintenant, vous pouvez étudier
Après avoir fait l'évaluation avec elle, vous dites, voilà, ça n'a pas réussi, nous changeons le style de leadership. Alors à ce moment-là, vous pouvez être maintenant dans le style que nous appelons, le style que vous appelez maintenant le style de leadership coach. Vous coachez la personne, c'est-à-dire vous l'aidez maintenant à surmonter ses faiblesses, ses failles, pour qu'à la prochaine fois, quand elle sera seule, qu'elle soit capable de le faire. Soit vous pouvez directement faire le leadership participatif, vous lui déléguez le pouvoir, mais au même moment où il ou elle est en train de faire cette tâche, vous travaillez certaines choses avec la personne en question comme si vous étiez là pour l'aider un peu. Là, vous voyez maintenant que le changement du style de leadership vient pour pallier à la carence où la personne à laquelle vous avez délégué le pouvoir n'a pas été capable de le faire. Voilà un peu ce que je vais donner comme une courte réponse en attendant que vous posiez des questions sur d'autres aspects ou d'autres leçons. À vous la parole, cher modérateur Steven. Merci beaucoup pour ces ajouts aux réponses qui ont été données aux collègues et ces éclaircissements. Je crois que Mme Justine a été satisfaite de toutes les réponses qui sont venues des différents collègues. Sans tarder, on doit devoir demander à d'autres collègues qui ont des questions de les poser rapidement parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. Si vous avez une autre question, veuillez lever votre main ou les mettre dans le chat, on peut les lire. Et les collègues vont donner les réponses comme l'avons annoncé la méthodologie. Les collègues commencent par donner les réponses et puis les facilitateurs, Dr Patrick, peut compléter en donnant les éclaircissements là-dessus. S'il y a quelqu'un qui a une autre question, voilà, la parole est à vous, chers collègues, pour vos questions. Il y a quelqu'un qui a une autre question? Oui. Chers collègues, est-ce que vous m'entendez au moins? Comme je l'ai dit, les questions seraient posées sur quelques chapitres qui ont déjà été enseignés, notamment la délégation de pouvoir, l'intelligence émotionnelle, les styles de leadership, la vision, la mission. Si vous avez une question dans l'une de ces leçons, ou plusieurs questions même, elles sont les bienvenues. C'est un moment d'échange. Ou s'il n'y a pas de questions, donc on va rassurer à notre facilitateur qu'on a tout compris alors. Parce qu'il y a toujours eu deux cas. Si on ne pose pas la question, soit on a tout compris, ou soit on n'a rien compris. Mais si on a mal compris, on pose la question pour être éclairé. Voilà. La parole est à vous. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, elle est la bienvenue. Alors, moi, je vais poser la question aux participants pour que nous nous rassurions que chacun de nous a eu le temps de suivre la leçon. J'aimerais que nous puissions faire l'analyse de l'outil de décision que nous avons appelé le PESTEL. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment il a compris l'outil que nous avons appelé le PESTEL? C'est dans les outils de prise de décision. Je suis à l'écoute. Merci, chers collègues. Comme il n'y a personne qui a trouvé la question à poser, les facilitateurs veulent maintenant se rassurer que si nous avons tout compris, il veut savoir s'il y a quelqu'un parmi nous qui a compris l'outil PESTEL, qui a été enseigné dans l'une de ces leçons. C'est à vous encore de l'expliquer pour rassurer aux facilitateurs que nous avions tous bien assumé la matière. Qui a la réponse pour cette question? Je ne vois aucune main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la moitié de la réponse ou la réponse sur la question qui a été posée par les facilitateurs? Oui, cher Patrick Moukoumiro, je vois ta main levée.
Tu as la parole. Patrick. Merci beaucoup pour la parole. Oui. La façon dont je peux expliquer l'outil Pestel, c'est juste un outil d'analyse stratégique qui peut permettre à une entreprise, lorsqu'il veut lancer un produit, de commencer déjà à analyser les différents impacts extérieurs que de l'environnement qui peut sentir son produit ou bien son service pour que ça puisse aller dans l'échec. Donc, c'est une analyse extérieure de ton service pour voir s'il peut tomber en échec. Et Pestel nous donne plusieurs éléments à contrôler pour nous rassurer que ce produit-là va résister à l'impact environnemental. Donc, c'est ça ce que moi je peux dire par rapport à Pestel. Merci beaucoup. Il y a Mathieu Balèze, tu as complété. Oui, l'outil Pestel, nous avions compris que c'est une analyse qu'on peut faire et qui nous permet d'identifier soit des facteurs externes à l'entreprise et donc des facteurs externes qui peuvent influencer soit positivement, soit négativement l'avancement de l'entreprise. Donc, ça permet d'étudier l'environnement dans lequel on est en train de travailler pour qu'on puisse soit corriger les facteurs identifiés ou bien les améliorer. Merci. Merci beaucoup pour ces deux réponses. Il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter sur les réponses des collègues? Oui, Patrick, tu as levé encore la main pour la deuxième fois ou c'était la première main même? C'était pour renforcer encore la qualité de mes réponses. Vas-y. Quand j'expliquais de manière un peu générale, mais si nous regardons dans l'environnement actuel où il y a beaucoup d'incertitudes dans le lancement des projets, il y a plusieurs éléments à contrôler extérieurement à l'entreprise qui ne dépendent pas des actions internes de l'entreprise qu'on doit se rassurer avant de lancer les services. Il y a des aspects, par exemple, politiques. C'est ça le P de l'outil Pestel. Se rassurer, est-ce que le climat politique peut nous permettre à ce que notre projet puisse réussir. Par exemple, nous sommes en RDC où il y a beaucoup de fiscalité, il y a beaucoup de corruption. Est-ce que ça ne va pas impacter au budget prévu par rapport à l'exécution du projet? C'est-à-dire, vous n'avez pas prévu le budget pour corrompre, mais tout d'un coup, tu as un agent de l'État qui vient, qui te demande, bon, donne-moi autant pour ne pas payer telle fiscalité. Donc ça, c'est partie politique, partie économique. Est-ce que l'environnement économique nous permet aussi de résoudre ou bien de stabiliser notre projet? C'est-à-dire, par exemple, les taux d'inflation, par exemple, les taux de croissance politique et économique plutôt. Il y a aussi l'aspect social. Vous devez vous rassurer, est-ce que les cibles de votre service, les cibles de vos services, est-ce que vous avez une taille de population nécessaire, par exemple, pour consommer tes services? L'espérance de vie, la répartition des richesses, ainsi de suite, les classes sociales. Tu as fini? Dans cette technologie, tu as fini? Non, vous ne me captez pas? On t'avait perdu pendant un moment. Là, on t'entend. On te capte bien. Oui, je disais, l'outil Pestel, c'est dans le cadre d'analyse externe, c'est-à-dire les services que tu veux offrir, quels sont les impacts extérieurs liés à la politique, à l'économie, au social, à la technologie, à l'environnement et à la légalité qui peuvent faire à ce que ton produit ne puisse pas être accepté dans l'environnement. N'était pas fait au départ. Et cela, c'est dans le cadre aussi d'études des risques de l'échec du produit. Je vais lancer par exemple le projet Gare Clean, mais je me dis, est-ce qu'à Goma, il y a des gens qui sont capables, par exemple au niveau social, il y a une classe sociale qui peut consommer mon service. Donc,
mais que les gens ne peuvent jamais consommer. Donc, c'est cette analyse-là, Pestel, qui nous permet aussi de minimiser les risques dès le départ avant le lancement du projet. Merci beaucoup. Merci, cher Patrick, pour ces réponses. Et nous sommes en train d'avancer très bien. On va peut-être demander au facilitateur, Dr Patrick, s'il a quelque chose à compléter à ces réponses ou si les collègues ont au moins défendu la compréhension de la matière qui a été donnée. Je suis très heureux de voir que toutes les réponses qui ont été données ont été vraiment très bonnes et bien développées. Ça me donne de la joie de voir que les collègues ont bien maîtrisé la leçon. Surtout, c'est de rappeler que Pestel vient de mots P, politique, et économie, S, sociologie, T, technologie, et environnement, et L, légal. Donc, vous analysez ces 5 aspects, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect sociologique, l'aspect technologique, l'aspect environnemental, et si vous allez réussir ou si vous allez échouer. Sinon, merci pour vos réponses. Je vois qu'il y a déjà 2 questions qui sont postées. Je ne sais pas si les modérateurs peuvent les lire pour que nous y répondions rapidement, parce qu'au moins nous avons une affaire de 30 minutes pour finir. Les questions sont les suivantes. Il y a 2 questions qui sont posées par 2 collègues. La première question est posée par le collègue Erasme, qui veut savoir, étant un leader, quelles sont les stratégies à prendre pour que les agents prônent les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, si tu es un leader, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en œuvre pour que tes agents puissent promouvoir ou prôner les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle ils sont engagés ou ils travaillent? Ça, c'est la première question. Je crois que après avoir répondu à ces questions, on peut passer à la question qui est posée aussi par notre collègue Joseph. Il y a une deuxième question qui est dans le chat, posée par le collègue Joseph. Je crois, chers collègues, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, avant qu'on ne passe la parole au facilitateur, s'il y a quelqu'un qui a la réponse sur cette question, il est le bienvenu pour répondre, avant qu'on ne passe la parole au facilitateur. Il y a une réponse? Je ne vois aucune main levée. Étant des leaders, quelles sont les stratégies que vous pouvez prendre pour permettre à vos agents de prôner les valeurs de l'organisation ou de l'entreprise? Oui, je vois une main levée de Justine. Madame Justine, tu as la réponse, tu as la parole, qui sera complétée peut-être par les collègues aussi Patrick Nkoumiro, dont je vois aussi sa main levée. On commence par Justine. Justine, tu nous entends? C'est une question qu'il a posée dans le chat. Elle a levé la main. Je vois une question dans le chat qui vient de Justine. Patrick, si tu nous entends, tu peux répondre parce que je constate que Justine ne nous entend pas. Je réponds d'abord à la question. Je disais par rapport à la question, nous référons à la leçon même sur les salaires, l'inclusion. Ça a été
la valeur et c'est quoi la vision de l'organisation. Parce que du temps que les gens ne savent pas c'est quoi, on veut aller et ils n'adhèrent pas si on ne connaît pas, alors on n'adhère pas. Mais et qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas du tout, malgré qu'ils connaissent et connaître la vision. Voilà. Ouais, moi, j'étais en train de... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Même si de ma part, vous sortiez un peu entrecoupé. On va demander à Patrick s'il a une réponse. Patrick, tu as quelque chose à compléter? Patrick, je vois ta main levée. Tu as quelque chose à compléter sur la réponse de Justine? Oui, je vais juste ajouter sur ce que Justine a dit. Et je ne sais pas Oui, si nous vous te me captons recevez. bien. Oui, Steven? Je vous entends très bien. Nous te captons Ok, bien. c'est bon. Au juste, je vais beaucoup plus être... normalement, quand on veut lancer un projet, il y a toujours une vision dont on veut atteindre. Je vais donner un exemple. Ça, c'est une vision qu'on doit inculquer à l'équipe dès le départ pour qu'ils sachent notre vision, nous voulons voir peut-être un taux de chômage à un certain pourcentage. Et ça, il faut maintenant des missions qui sont planifiées pour atteindre cette vision. Et cette mission ne prend pas en compte seulement les aspects techniques de mise en place, mais aussi il y a des aspects de valeurs que chacun doit avoir dans l'organisation. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que tu puisses avoir l'objectif d'échanger de vie et toi-même, tu n'as pas certaines valeurs, c'est-à-dire d'élaborer. Donc, il y a des aspects, des valeurs que l'entreprise met en place pour se rassurer que, comme notre vision, par exemple, c'est d'échanger des vies, ou bien notre vision, c'est d'éliminer le chômage, c'est-à-dire nous devons avoir des gens capables de savoir partager leurs connaissances. Parce que quand vous partagez vos connaissances, personne va avoir un niveau proche d'équité dans le chômage. Donc, ce sont des valeurs que chaque personne, chaque individu doit avoir pour que nous puissions atteindre notre vision. Inculqué dans les staff, ce sont des choses à les rappeler régulièrement pour qu'ils sachent, pour qu'ils ne puissent pas aller au-delà de cette vision. C'est en termes de sensibilisation progressive dans des réunions, dans ceci, et il y a aussi plusieurs méthodologies, de mettre des affiches dans vos présentations, répéter toujours des valeurs. Ça permet à ce que les gens puissent savoir qu'est-ce que nous nous battons pour atteindre quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Patrick, pour ces réponses. Justine, tu as levé encore la main de nouveau ou c'était la première main qu'on a vue? Je voulais juste ajouter un petit point Ouais. par rapport à ce que j'ai dit avant, ce que le collègue Patrick vient de dire. Quand on a déjà expliqué à l'équipe où on veut aller et comment on va y aller, c'est aussi important de partager établir les responsabilités. Parce que si on veut aller telle part et je ne sais pas ce que je dois apporter comme contribution, ce que je dois faire dans ce parcours que nous voulons, sur lequel nous voulons nous engager, c'est toujours difficile qu'on puisse adhérer. Donc, établir les responsabilités, c'est aussi un élément qui permet aux gens d'adhérer ou de prôner les valeurs dans l'organisation ou dans l'entreprise. Ça, c'est selon moi. Merci. Merci beaucoup, Justine. Je ne sais pas si le facilitateur, Dr. Patrick, a quelque chose à compléter sur cette question
du collègue Eraz, qui voulait savoir les stratégies à prendre pour que les agents puissent prôner les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation. Oui, merci beaucoup. Donc, tous les collègues ont déjà donné des réponses. Et ce que je vais ajouter, c'est de dire aux collègues que les valeurs, ce sont des qualités morales, d'éthique et de déontologie que vous prenez, que vous donnez à tous les agents comme des comportements et des croyances, des normes et des conduites que vous avez, qu'ils doivent manifester pendant l'exécution de leur travail. Là, nous pouvons citer quelques exemples comme le respect de la diversité, la non-discrimination, le travail par équipe, la justice, l'équité, la proximité, la simplicité, et la responsabilité, la bienveillance et tout ça. Alors, lorsque vous trouvez que dans l'organisation, les gens ne le respectent pas, la stratégie, la première, c'est de sensibiliser. Vous tenez des réunions, vous souvenez toujours aux agents, nos respects doivent se diriger vers, notre respect doit se diriger vers nos valeurs. Vous les rappelez toujours parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des organisations mais qui ne savent même pas les valeurs. Deuxième stratégie, c'est d'identifier les personnes qui ne respectent pas ces valeurs, les approcher, faire un suivi et des feedbacks et des discussions avec ces gens pour voir pourquoi ils ne les respectent pas. Est-ce que c'est par ignorance ou c'est par mauvaise volonté? La troisième stratégie, c'est de sanctionner. Vous trouvez des agents qui ne respectent pas la règle de conduite, les normes, les lois, les règlements d'ordre intérieur que vous avez, vous les interpellez selon la procédure que vous avez établie pour que celui qui viole telle chose, nous devons lui donner telle sanction. Parce que généralement, il n'existe pas de mesures applicables sans accompagnement avec des sanctions. Et la dernière stratégie, qui n'est pas la dernière bien sûr, c'est de prendre le modèle. Vous êtes leader, chef de l'organisation, soyez modèle, respectez les valeurs pour que les gens aussi les respectent. Vous n'allez pas dire que dans notre organisation, pas de corruption, vous devenez le corrompu. Dans notre organisation, pas de discrimination, vous discriminez les gens. Donc, c'est le leader, le responsable qui doit être aussi modèle. Je ne sais pas si le modérateur peut nous permettre de passer à la deuxième question, parce que le temps court et je n'ai que 15 minutes pour que nous clôturions. Sinon, c'est souhaitable qu'à la prochaine fois, nous programmions la même réunion. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième question sans attendre que les gens interagissent? Je donne ma réponse immédiatement. Je ne sais pas si votre autorisation m'est accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher facilitateur. Voilà. La deuxième question, elle est là. Et la troisième même, il y a aussi une troisième question qui est là dans le chat. Voilà. Donc, la deuxième question, c'était quel est le rôle de la mission, la vision dans la famille restreinte? À moins que peut-être je me trompe et me le dis. L'éclaircissement sur ce qui est la vision, la mission et valeur dans une famille restreinte ou élargie. Là, il a dit, nous constatons que dans des familles, il y a des troubles aujourd'hui ou demain. Comment le leader peut orienter la mission et la valeur dans la famille? La réponse est que quand vous avez une famille, vous devez avoir des valeurs que vous défendez en famille. Vous dites par exemple, dans ma famille, si quelqu'un a dérangé l'autre, il doit lui demander pardon. Dans ma famille, nous devons respecter le temps. Quand nous promettons une chose, nous devons l'honorer. Dans ma famille, quand vous vous querellez, vous devez faire le plus possible pour vous réconcilier. Ce sont des valeurs que vous établissez dans la famille. Dans la famille, si vous avez fait du mal, ne trompez pas, ne cachez pas, venez vous dénoncer avant qu'on ne vous attrape. Là, ce sont des valeurs et la vision que vous donnez à votre famille, c'est de dire, nous aimerions qu'au bout de 3 ans, que nous ayons notre propre parcelle, par exemple. Vous dites, par exemple, nous aimerions qu'au bout de 10 ans, que tous ceux qui sont à l'école primaire aient déjà fini l'école secondaire. Ce sont des visions. C'est la mission que vous vous donnerez maintenant de les scolariser, mais de demander aussi leur propre participation. Alors, pour qu'une famille atteigne la vision, la mission et respecte des valeurs, la première des choses, c'est que le papa et la maman doivent être un modèle. Deuxièmement, ils doivent parler le même langage parce qu'il y a des moments où vous pouvez aborder une question, la maman vient détruire ça, vous prenez la décision que les enfants se comportent bien, papa vient troubler ça,
Papa et maman doivent avoir le même langage, avoir la même vision et avoir le temps d'interagir avec les enfants. Chers participants, c'est une chose qui est en perte dans notre communauté européenne, américaine, africaine. Nous travaillons beaucoup, mais nous manquons le temps de nous occuper de nos enfants. Développons la collaboration, le dialogue, les feedbacks en famille. Prenez le temps de vous asseoir avec les enfants pour mieux les écouter, savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans la famille même, à l'école, dans la communauté. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que vous, parents, fassiez? Qu'est-ce que vous faites qui les trouble et qui les frustre, qu'ils souhaiteraient que vous changiez? C'est comme ça que vous irez dans un dialogue permanent entre papa et maman, maman et les enfants, maman et papa et les enfants, et tantôt vous tous. Et si vous agissez de cette façon, vous allez partir sur de bonnes bases. Mais si vous allez travailler, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos enfants, vous rentrez fatigué, vous en faites la même chose demain après demain, vous trouverez une famille qui est déjà fragilisée parce que les enfants n'ont pas eu le temps d'apprendre de leurs parents. Donc, si vous voulez mieux atteindre ça, développez les dialogues en famille. Soyez modèle, fixez des valeurs, respectez-les, parlez avec les enfants en étant disposés à rectifier ce qu'ils devront vous demander à corriger. Voilà comment on peut encadrer une petite famille, qu'elle soit restreinte ou élargie, en montrant ce qu'il faut faire, mais surtout, ne pas oublier que les enfants vont se comporter comme vous faites, surtout lorsqu'ils sont encore des petits. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut passer à la troisième question qui dit quelle est la place de la nature humaine dans le leadership. Je vais aborder cette question sous deux aspects. La nature humaine peut se voir comme les caractéristiques, les caractères humains que toute personne peut posséder pour mieux vivre avec les autres. Ça, c'est ce que nous appelons l'humanisme. Vous vivez avec les gens, il y a quand même un minimum de comportement qu'un homme normal peut avoir. Alors, si vous êtes leader, quelques caractéristiques qu'un homme normal pourrait avoir vous échappent, alors là, vous êtes mal parti. Un homme normal peut avoir quand même l'empathie, la pitié des autres. Un homme normal peut avoir quand même l'écoute des autres. Vous avez le temps d'écouter les autres. Un homme normal peut se mettre à la place des autres. Alors, lorsqu'on est leader, on est responsable des autres et qu'on n'a pas de qualité d'une personne normale, souvenez-vous que là, c'est mal parti. Donc, c'est comme qui dirait, vous ne pouvez pas diriger les autres lorsque vous-même, vous ne savez pas vous diriger. Donc, la maîtrise de soi, c'est un caractère qu'un homme doit avoir. Quand il le met dans le leadership, quand les problèmes viendront, la personne saura se maîtriser. C'est d'ailleurs parmi les leçons qu'on a enseignées dans nos leçons précédentes. Donc, l'humanisme, la nature humaine, doit diriger les gens en prenant ce qui est mieux, vous l'appliquez aux autres. Ce qui est mauvais pour les autres, vous le mettez de côté. C'est-à-dire, comme je vais dire en un paragraphe, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même aux autres. Si vous êtes responsable d'une organisation, c'est la journée. Merci beaucoup, cher facilitateur, pour ce temps que vous avez pris pour donner des réponses à toutes ces questions. Je crois que ça nous édifie encore tous. Et comme notre temps
touche à sa fin. On doit devoir se séparer. On va devoir se séparer, mais je vois encore, ouais, je vois une main de remerciements venant de Justine. Si on peut juste allumer un peu nos caméras et se dire au revoir pour aujourd'hui. Et les prochains programmes vous seront communiqués dans le groupe WhatsApp. Merci. Voilà, on est là. Est-ce que vous me permettez de prendre une photo? Je vais prendre capture écran. J'attends les autres. Il y a ceux qui n'ont pas encore allumé leur caméra. Si vous êtes dans Il y a ceux qui sont dans les noirs. Hein. Ah oui, il y a ceux qui sont. Voilà. Mathieu Kapiri dans les noirs, Erasme dans les noirs. Voilà. Il y a les facilitateurs qui est tous les gens là. là où il y a trop de quelques problèmes techniques, mais ouais. Ça va. Voilà. Là, c'est très bien. Je peux prendre ma photo, vous m'autorisez? Oui, bien sûr. Joseph, vous devez énumérer les noms de ceux qui ne sont pas en ligne. Comme ça, ils peuvent. Je crois qu'ils doivent être dans Voyons, Orman. les milliers qui ne les permet pas d'ouvrir la caméra, je ne sais pas. Ouais, chers collègues, vous pensez qu'on peut garder la même heure à 15 heures? Ou si vous avez une autre proposition pour la prochaine réunion? Avez-vous une proposition pour la prochaine réunion où on garde la même heure, 15 heures? Oui, le dimanche, c'est possible. Nous serons disponibles le dimanche. On garde la même heure, 15 heures? Pour tous, ça va? Oui, 15 heures. Oui. Ok. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne soirée. À nous revoir la semaine prochaine. Wow. Retenons 15 heures donc le dimanche. Rendez-vous. Alors, c'est que le dimanche, nous allons partir de la leçon numéro 11 à 20. De 11 à 20. Allez revoir des leçons 11 jusqu'à 20, c'est là où nous allons naviguer. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.